Bonsoir à tous, on va commencer la séance sur les étoiles à neutrons aujourd'hui. On va parler d'abord de la distribution des masses. Alors il faut bien dire que les étoiles à neutrons, c'est un objet mystérieux, peut-être même plus que les trous noirs. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On sait qu'il y a des neutrons, évidemment, mais pas partout. La surface est peut-être faite de fer. Qu'est-ce qu'il y a au centre? Est-ce qu'il y a une purée de quarks, etc. Donc le principal but ici va de savoir comment savoir ce qu'il y a à l'intérieur. On va voir, et savoir la masse et les rayons, ça va nous aider beaucoup. Donc, comme vous le savez aussi, on va parler des pulsars, puisque les pulsars, c'est une façon de savoir, avoir beaucoup plus de renseignements sur les étoiles à neutrons qui, très souvent, tournent très très vite, peut-être de 50 à 1000 fois par seconde, et puis l'axe de rotation n'étant pas aligné avec le champ magnétique que vous voyez ici, on a un phénomène d'émission d'électrons relativistes, donc d'émission de lumière qui va arriver vers l'observateur comme un phare. Donc on va avoir des pulses, donc c'est les pulsars. On va essayer de savoir quelles sont les distributions de périodes. Il y en a certaines étoiles à neutrons qui seront en binaire et qui feront des binaires X. Et puis on va voir qu'il y a des étoiles à neutrons qui ont un très fort champ magnétique qu'on appelle magnétars et qui sont source de sursauts radio, sursauts en rayon gamma, donc fast radio burst ou gamma ray burst. Donc on va terminer par ce qu'on sait sur ces magnétars qui sont encore assez mystérieuses. Alors d'abord, comment se forme une étoile à neutrons? Alors, on a vu dans les épisodes précédents que c'était les étoiles massives, supérieures à 8 masses solaires, qui vont exploser en supernova. Et ces étoiles sont tellement massives que la température à l'intérieur est suffisante pour brûler jusqu'au fer, les éléments jusqu'au fer. On a vu qu'il y avait plusieurs couches successives où on brûle l'hydrogène en hélium, puis en carbone, oxygène, néon, silicium et le fer au centre. Et lorsqu'on arrive au fer, on a vu que l'énergie de liaison était maximum et que pour aller plus loin, il va falloir donner de l'énergie. Donc on s'arrête là. Il va falloir attendre les fusions d'étoiles à neutrons pour bombarder de neutrons les éléments. Mais ici, on va s'arrêter là. Et donc, c'est à ce moment-là que le cœur de fer, qui n'est plus alimenté par une énergie, une réaction nucléaire, va s'effondrer sur lui-même. Et donc, on va avoir, par toutes les couches qui vont tomber, et avoir une énergie gravitationnelle énorme, bien plus grande que l'énergie thermonucléaire. Il va rebondir sur ce cœur de fer et envoyer toute l'enveloppe dans une nébuleuse que l'on voit par exemple ici, et on aura une supernovae. Donc ce qui va rester, donc si le cœur de fer qui reste à une limite supérieure à 1,4, qui est la limite de Chandrasekhar, en dessous on a une naine blanche, on l'a vu, et au-delà on va avoir une étoile à neutrons. Alors qu'est-ce que ça va être? En fait, ça va être que normalement, vous savez que l'atome est pratiquement vide, il y a des protons dans le noyau et puis ensuite un nuage d'électrons, mais il y a beaucoup de vide entre eux. Si on comprime encore la matière, les protons et les électrons vont se combiner, vont donner des neutrons, et on va avoir une matière qui a autant de densité que la matière du noyau. Alors quand vous regardez la matière du noyau, la taille du noyau c'est un Fermi, 10-15 mètres, alors que la taille de l'atome c'est un angstrom, 10-10 mètres. Donc on a des ordres de grandeur, et on voit que la matière dans le noyau, c'est pour un atome, enfin un proton dans 10-15 Fermi, c'est 10 puissance 15 grammes par centimètre cube, soit 1 milliard de tonnes par centimètre cube. C'est cet état de densité que l'on va avoir, du moins au cœur de l'étoile à neutrons. Alors à propos du neutron, justement, est-ce qu'ils vont être stables? Alors, il faut dire qu'on connaît le neutron depuis moins de 100 ans. En 1932, James Chadwick a découvert le neutron. Et on s'aperçoit que si le neutron est en dehors des noyaux, libre dans le laboratoire, on peut former des neutrons. À ce moment-là, on sait que la durée de vie n'est que d'un quart d'heure. C'est pas énorme, les neutrons. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les noyaux? Ils sont confinés par les gluons. Il y a une force forte à courte portée qui confine les neutrons avec les protons pour former les noyaux. Et donc là, ils sont stables à cause du confinement. Lorsqu'ils sont libres, ils ne sont pas stables. Alors, que se passe-t-il dans une étoile à neutrons? Est-ce qu'on n'a pas tous ces neutrons libres? Est-ce qu'ils sont stables? Eh bien, ils sont stables, on voit bien, les étoiles à neutrons sont stables, et simplement parce qu'ils sont tellement tassés ils sont tous des fermions qui ne peuvent pas se tasser plus qu'un certain niveau, on sait qu'ils ne peuvent pas occuper le même état, et donc on va avoir tous les états dans lesquels normalement le neutron va se désintégrer, c'est-à-dire en proton-électron,
on voit un petit schéma, là, un neutron qui devient un proton avec un électron et un antineutrino, un diagramme de Feynman, que l'on peut aussi, puisqu'on va parler de quarks aussi, le proton et le neutron sont des ensembles de 3 quarks. Ce ne sont pas des particules élémentaires, et on a un quark up et down, de charge 2 tiers d'électrons et moins 1 tiers d'électrons. Donc on voit que si on prend UDD, donc ça va nous faire une charge nulle, on a bien un neutron, et UDU, on a une charge plus 1, ça fera un proton. Donc vous voyez, ce diagramme, l'équivalent est ici, donne un électron. Donc cette réaction, elle va être déstabilisée dans l'autre sens, puisque tous les éléments, les états sont saturés dans le proton et l'électron, donc on va l'avoir dans l'autre sens, et le neutron, en fait, est stable dans cette noyau de neutrons lorsqu'il s'est comprimé et que tous les états sont occupés. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'imaginer que l'on va trouver à l'intérieur d'une étoile à neutrons? On a une coupe. Alors, bien sûr, là, on représente le neutron est un spin and me. Chaque niveau ne peut être occupé que par un spin up et down, c'est tout. Donc, on a ce principe de force de Pauli, qui est dû à la statistique de Fermi-Dirac, qui nous dit que, on l'avait déjà vu pour les naines blanches, mais les naines blanches, c'était les électrons qui étaient dégénérés et qui faisaient une pression de Pauli. Là, on est allé à un degré au-dessus de compression. On a tous les neutrons dégénérés et qui exercent une pression qui ne dépend plus de la température et qui résiste à la gravité. Par contre, on ne sait pas, évidemment, la densité va être plus grande au centre qu'au bord. Au bord, on s'imagine bien qu'on est parti d'un cœur de fer, donc on va avoir des atomes, enfin des ions de fer, un fer ionisé là-haut. On pense qu'il y a une croûte qui fait à peu près 300 mètres. Pour rappeler, on a une étoile à neutrons qui fait de l'ordre de 10 km de taille, de rayon, ici, 9,7 km, l'essentiel est là. Alors ici, on ne sait pas du tout vraiment si on a encore toujours des neutrons ou bien des quarks, puisque les neutrons sont un ensemble de 3 quarks. Ici, on a peut-être une purée de quarks. Ici, on a peut-être des protons et électrons qui sont dégénérés et qui sont un petit peu comme un superconducteur. On s'imagine qu'ils sont peut-être appariés comme les paires de Cooper, et on essaie de faire une analogie avec les supraconductivités. On peut avoir un superfluide de neutrons ici. Bon, tout ça, c'est des théories, mais on ne sait pas vraiment exactement ce dont il s'agit. Alors peut-être qu'il peut y avoir non seulement des quarks U et D, mais on va le voir, des quarks étranges, qu'on appelle strange ici. On va le détailler un petit peu tout à l'heure. Alors tout cela, on le sait parce qu'on a vu quelques étoiles à neutrons. Alors il y en a une, si on prend un petit peu d'histoire, on s'aperçoit que très tôt, Bad et Zwicky avaient imaginé en 1934, alors que le neutron avait été détecté en 1932, on a vu, s'imaginer que lorsqu'il y avait une explosion d'une étoile et que le cœur était supérieur à la limite de champ d'Assécar, il devait se terminer en étoile à neutrons. Déjà, l'intuition des astronomes était assez impressionnante. Et on a parlé là, dans les épisodes précédents de cette fameuse supernova dont on a appris beaucoup, parce que c'était la première qu'on avait pu observer avec les instruments modernes. On avait vu aussi le progéniteur, qui est une supergéante bleue, et la supernova à ce moment-là, dans le nuage Magellan, qui est tout près de la Voie lactée, à 50 kg par sec. Et puis pendant 30 ans, c'est depuis 1987, pendant 30 ans, on n'avait pas vu l'étoile à neutrons. Et ce n'est que très récemment, en 2014, que grâce au télescope ALMA en millimétrique, on a pu découvrir la poussière chauffée ici. On a l'étoile à neutrons qui est au centre de cet anneau de milieu interstellaire. Alors on a déjà vu un petit peu comment on a pu détecter le refroidissement de cette étoile à neutrons. Alors dans cette morphologie très compliquée, on avait montré que l'anneau était dû à un milieu qui avait été éjecté avant la supernovae, 20 000 ans avant l'explosion. Et c'est seulement lorsque les éjectats, qui sont toujours à l'intérieur, arrivent à choquer avec le milieu externe, donc, qu'il y a, 20 ans après l'explosion, il y a eu un réchauffage, tout d'un coup, ça s'est réilluminé. Et puis on avait aussi, sans doute, une éjection bien avant. Et lorsque les rayons lumineux rencontrent ce milieu, on a des échos. Alors, il faut dire que c'est la première fois qu'on avait détecté tous les neutrinos qui sortent de l'explosion,
même 2 heures avant que la lumière nous parvienne, parce qu'en fait il y a une certaine série. Pendant la première seconde, ce qui refroidit l'explosion, c'est surtout les neutrinos, et à 99% de l'énergie qui vient dans les neutrinos. Et ça a été détecté par cet instrument, Kamiokande, qui était un des premiers instruments à détecter les neutrinos. Vous voyez que c'est un récipient d'eau très pure, pour qu'il n'y ait pas de radioactivité. Vous avez un diamètre de 16 mètres et une hauteur de 16 mètres. Et ce qui se passe là-dedans, c'est que les neutrinos vont à la vitesse pratiquement de la lumière, ce sont des particules de faible masse, et lorsqu'ils rentrent dans l'eau, la vitesse de la lumière dans l'eau, c'est C sur N, avec N l'indice de l'eau qui est supérieur à 1. Donc les neutrinos vont plus vite que la vitesse de la lumière dans ce milieu, et donc il y a un choc qu'on appelle l'effet Cherenkov, qui va produire de la lumière. Et donc, c'est cette lumière qu'on va détecter par ces milliers de photodétecteurs, de photoamplificateurs ici, qui détectent ces neutrinos. Vous voyez que ça a été déjà, dès 1987, on a pu détecter ces neutrinos. Et aujourd'hui, donc, on peut même, grâce à James Webb, détecter tout ce qui se passe lorsque les éjectats rencontrent le milieu interstellaire qui avait été éjecté avant. On a vu qu'on avait les anneaux externes qui étaient détectés dans l'hélium, l'arrêt de l'hélium, l'infrarouge, l'hélium neutre, l'hélium ionisé, etc. Et on a cette image, le modèle de l'explication de ces anneaux externes et anneaux internes. Alors, on sait beaucoup de choses, on a vu par les pulsars. Et donc là, on va essayer de décrire comment ont été découverts les pulsars, parce que c'est quelque chose qui a été fait par hasard, et c'est assez remarquable comme découverte. C'est grâce à l'étudiante Jocelyn Bell, qui est très célèbre pour ça. Pourquoi ? Quel était le but de l'expérience ? En 1964, on avait détecté les quasars. Alors, les quasars, c'est des supermassifs, des trous noirs supermassifs au centre de chaque galaxie. Et le trou noir est tellement petit que ce sont des sources ponctuelles. En fait, c'est le disque d'accrétion qui tourne autour du trou noir qui émet tous ces rayonnements, mais ils sont très lointains et ce sont des sources ponctuelles. Donc ces sources vont scintiller lorsque le rayonnement en radioastronomie, ici c'est un télescope de radioastronomie, le rayonnement radio, il va être dévié, diffusé par tout le plasma interstellaire qui est entre le quasar et nous. Il y a une diffusion et donc il va scintiller, un petit peu comme les étoiles scintillent parce qu'il y a une turbulence de l'atmosphère. Et là, c'est le milieu ionisé qu'il y a à l'intérieur de la galaxie. Alors, c'est Anthony Hewitt et Martin Ryle qui avaient l'idée de détecter les scintillations des quasars pour mieux apprendre ce que c'est que le quasar. Et donc, ils ont recruté une étudiante qui venait d'Edinburgh, Jocelyn Bell, en 1964-65, et ils lui ont donné un fer à souder, un marteau, etc., pour construire ce télescope. Alors, ce télescope, c'est un radiotélescope fonctionnant à 3,7 mètres de longueur d'onde. Donc, il suffit d'avoir des dipôles qui sont situés à 1 mètre chacun, si vous voulez, pour qu'on puisse détecter une longueur d'onde de 3,7. Donc, ils ont construit ces dipôles. Il y en a 2048 dipôles, et le tout fait 130 mètres sur 130 mètres, donc un crayon. Donc, elle a construit tout ça. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le résultat de détection. Alors, il n'y a pas, rien ne bouge, hein, donc c'est la source qui bouge devant le télescope. Et on regarde le résultat. Et elle avait détecté on attendait des scintillations, donc quelque chose qui varie. Et en fonction du temps, là c'est en secondes, elle a détecté des pulsations que le directeur de thèse n'y croyait pas, il pensait que c'était une interférence, etc. Mais il a fallu le détecter avec une vitesse plus rapide pour voir un petit peu comment parce que les périodes, c'était inférieur à la seconde. Donc il fallait un rouleau, alors c'est des rouleaux de centaines de mètres, pour avoir une rapidité assez grande et une résolution inférieure à la seconde, il fallait un rouleau toutes les heures. Donc vous voyez, le travail, il fallait toutes les heures changer de rouleau pour voir un petit peu. Et elle a détecté au moins 4 pulsars. Elle était la seule qui y croyait vraiment. Alors, l'injustice qui a été faite, c'est qu'en 1974, le directeur de thèse a eu le prix Nobel, mais elle a été oubliée. Alors, ces pulsars qui ont été détectés donc, en 1964, on peut rappeler un petit peu les caractéristiques. On sait en gros qu'il y a selon la masse de 1,4 ou à 2 masses solaires, 10 km de rayon. On n'a que des noyaux, donc 1 milliard de tonnes par centimètre cube.
on a cette configuration dont on a déjà parlé, une rotation très rapide. Les pulsars normaux, c'est quelque chose qui a entre 0,5 secondes, 1 seconde de période. Donc, et puis un champ magnétique assez fort. En moyenne, c'est 10 puissance 12 Gauss. Il faut dire que ce qu'on a sur Terre, c'est 0,5 Gauss. Donc c'est vraiment énorme. On a l'exemple du crabe qui a explosé il y a 1000 ans, puisqu'en 1054 on l'a détecté, et qui a une période de 0,03 secondes. Il est très jeune. Alors, ces pulsars vont émettre énormément. Il y a un champ magnétique très fort, il y a un dipôle qui va faire perdre de l'énergie. Donc, on va freiner et on peut détecter ce freinage. Il est très petit quand même, puisque dp sur dt, qui est quantité sans dimension, puisque vous avez seconde par seconde, c'est de 10-15. Donc, on perd un tout petit peu, 10-15 secondes par seconde, si vous voulez. Et peu à peu, donc, les pulsars vont perdre de leur vitesse. Ils ralentissent parce qu'ils dépensent beaucoup d'énergie et ils ralentissent. Par contre, on peut avoir ensuite, alors évidemment, en ralentissant, il rejette de l'énergie magnétique et le champ magnétique va descendre. Il peut retomber jusqu'à 10 puissance 8 Gauss. Et à ce moment-là, on pense qu'ils sont un peu morts, c'est-à-dire que la durée de vie, c'est à peu près 100 millions d'années à ce stade-là. Par contre, on a vu des étoiles à neutrons qui peuvent tourner à la milliseconde. Une période de milliseconde, c'est 1000 tours par seconde, ce qui est dû à une réaccélération. Alors, on va voir que c'est dans les binaires X. Pourquoi? Parce que finalement, le champ B, peut-être dans une étape où ils étaient solitaires, il est tombé à 10 puissance 8, donc il perd beaucoup moins d'énergie. Et donc, cette fois, même s'il tourne très vite, la durée de vie peut être de milliards d'années. Alors, comment peuvent-elles être réaccélérées? Eh bien, si vous êtes en binaire, par exemple dans un amas globulaire, il est facile de recapturer une étoile, puisque les étoiles sont très denses, ou alors ils étaient binaires au départ, et l'explosion de supernovae n'a pas détruit la binaire, ce qui est deux possibilités. Donc dans les amas globulaires, on trouve beaucoup de pulsars, justement, pulsars binaires. Eh bien, que se passe-t-il? L'étoile voisine va perdre de la masse et va nourrir. Alors cette masse, elle va tomber, elle a un certain moment angulaire, moment cinétique. Elle ne va pas tomber directement, bien sûr, elle va tomber en spiralant autour, en faisant un disque d'accrétion. Et donc elle va arriver un peu dans la tangente à l'étoile qui tourne, elle va l'accélérer par conservation de moment cinétique, elle va donner du moment cinétique, elle va accélérer. Et donc la période va tomber de 0,3 secondes à 0,03 secondes et ainsi de suite. Donc on a des pulsars qu'on appelle millisecondes ou MSP, millisecondes pulsars. Alors ces pulsars sont extrêmement précis. Il y en a un, par exemple, dont le numéro de téléphone est ici, qui est très souvent mesuré. Et on voit très bien, on peut mesurer jusqu'au 13e chiffre. Alors pourquoi on est si précis? C'est qu'on a évidemment presque 1000 pulses par seconde. On peut les accumuler pendant des heures et donc on peut avoir une précision énorme sur la fréquence, c'est une fonction delta. Et on sait que ce chiffre-là, le dernier chiffre, croît de 1 toutes les demi-heures. Donc il ralentit. Il ralentit, mais c'est vraiment le dernier chiffre. Quand on regarde les 6 premiers chiffres ici, ça reste les mêmes pendant 1000 ans. Donc c'est vraiment une montre encore bien meilleure que la marque Pulsar que vous avez parfois dans le magasin. C'est vraiment les astres astrophysiques qui sont les plus précis. Alors, on peut montrer quelle est la place de tous les pulsars dans ce diagramme période et puis dérivée de la période, c'est-à-dire la perte d'énergie, le P point, si vous voulez, dp sur dt. Et donc les pulsars normaux sont ici, ils commencent comme le crabe par là, avec une période qui est la seconde ou un peu inférieure à la seconde, mais leur ralentissement est très grand parce que le champ magnétique est très fort, 10 puissance 12, etc. Et puis ensuite, ils vont se retrouver dans cette zone-là, les rouges là, et puis ils vont être réaccélérés par la binaire, par le moment angulaire donné par la binaire, et donc ils vont se retrouver dans la période entre la milliseconde ou les 10 millisecondes, et par contre ils ont un champ magnétique qui est plus faible, historiquement, parce qu'ils sont vieux, ils ne sont plus assez jeunes, et donc ils vont perdre beaucoup moins d'énergie, et leur durée de vie va être d'1 milliard d'années, au lieu de 100 millions d'années. Donc vous voyez un petit peu tout ce genre de pulsar qui a été observé.
Alors dans ces binaires, et comme on va voir tout à l'heure le séminaire de Sylvain Chatti, ces binaires sont très intéressants pour mieux connaître les étoiles à neutrons. Par exemple, cette binaire Hercules X1, on voit bien la masse échangée qui tombe sur l'étoile à neutrons avec un disque d'accrétion ici, et donc le pulsar qui émet dans cette... Alors la période orbitale de l'une autour de l'autre, c'est 1,7 jours, et il se trouve que le plan est vu presque par la tranche, donc il y a une espèce d'obscuration, un transit. Tous les 1,7 jours, il y a une grosse étoile qui cache l'étoile à neutrons, donc on ne voit plus le pulsar, et on s'aperçoit d'effets relativistes. Par exemple, on sait que l'étoile à neutrons a un champ très fort, elle joue le rôle de lentille gravitationnelle pour son propre rayonnement. Donc finalement, le rayon que l'on observe est plus gros que la réalité. On sait le corriger, donc ça c'est bien. Et puis aussi, on peut mesurer le délai de Shapiro. De quoi il s'agit? Il s'agit en fait que l'émission de l'étoile à neutrons, lorsqu'elle passe aux proximités de cette grosse étoile, elle va être perturbée. Donc l'espace est courbé par la gravité de cette étoile, et donc on voit un ralentissement ou une augmentation du pulse à cause de la courbure de l'espace, et cet effet a été mesuré. Donc tout ça va nous donner beaucoup plus de renseignements. Alors ici on voit qu'en rayonnement X, qui est dû au disque d'accrétion, eh bien lorsqu'il est caché par l'étoile, on ne le voit plus, et on le voit lorsque on n'est plus en transit. Donc tout ça, c'est très intéressant pour apprendre les quantités, masse, période, etc. des étoiles à neutrons. Alors aujourd'hui, on connaît à peu près 3000 pulsars. Ceux qui sont connus, c'est les noirs. Ici, c'est un plan de la Voie lactée. Le Soleil est ici, le centre de la galaxie est au centre de cette galaxie spirale. Et ce qu'on connaît, c'est les points noirs que vous avez ici, qui sont à peu près 3000. Mais on pense, si on extrapole, à tout ce qu'il y a dans la Voie lactée, il y en aura à peu près 30 000 pulsars qu'on pourrait détecter, peut-être 20 000 si on est mal orienté, parce qu'il faut les voir, le phare qui tourne vers l'observateur ou pas. Mais avec SKA, qui va être opérationnel en 2028, on va sans doute voir 20 000, donc 10 fois plus de pulsars que ce qu'on connaît aujourd'hui, donc on aura énormément de renseignements. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle rotating radio-transient, c'est-à-dire les RATS, qui sont irréguliers, qui ne sont pas aussi réguliers que les pulsars et qui peuvent nous donner aussi des mécanismes internes aux étoiles à neutrons. Alors, sur cette structure interne, on va en dire un tout petit peu plus, puisque c'est ça qu'on essaie de chercher par rapport à cette coupe que l'on a déjà vue. Alors on pense qu'au bord, dans la croûte, sans doute les neutrons doivent être assez éloignés, puisqu'on n'est pas encore dans les densités les plus grandes. Et puis à un moment donné, dans cette région-là, on doit pouvoir trouver alors des spaghettis peut-être, on imagine, des spaghettis ou des gruyères, donc des tas de... C'est pour ça qu'on l'appelle neutron star pizza. Vous avez donc des spaghettis, puis ou alors des cristallins, enfin une structure cristalline, ou alors des tourbillons de neutrons qui sont enrobés par le champ magnétique ici. Et ce qu'on observe, c'est parfois ce qu'on appelle glitch, c'est-à-dire un brusque sursaut de la période. Tout d'un coup, le pulsar tourne un tout petit peu plus vite. Il y a un certain sursaut. Et on pense que peut-être ce sont ces tourbillons de neutrons, là, superfluides, qui vont se recombiner, donc il y aura une perte de moment cinétique qui va être transmise à l'enveloppe, puisqu'il y a une conservation de moment cinétique, et donc l'enveloppe va tourner plus vite, on verra la période augmenter. Donc ce glitch va aussi nous renseigner sur l'état de ce que l'on a à l'intérieur du noyau. Alors ça peut être des quarks, des gluons qui sont peut-être confinés, ou alors aussi d'autres particules. Alors, la masse des étoiles à neutrons, elle est surtout connue lorsqu'on a une binaire. Il faut dire qu'on a de binaires que dans 10% des cas. Pourquoi? En fait, on pense que toutes les étoiles, il y a à peu près 50% de binaires, mais lorsqu'on a une binaire avec une étoile qui explose en supernovae, il est possible que la binaire se casse. Donc c'est pour ça peut-être qu'on a seulement 10% d'étoiles à neutrons binaires. Et on peut avoir donc une grande précision avec la période de rotation, avec... le pulsar. On a parfois des doubles étoiles à neutrons, double neutron star, qui on va voir est très très précis. Et pour l'instant, lorsqu'on a mesuré toutes ces masses, eh bien, on a des masses qui vont jusqu'à 2,5.
masses solaires. On sait que la limite pour avoir un trou noir, c'est 3 masses solaires, donc on va assez loin. On a pu mesurer l'effet Shapiro à plusieurs binaires X. Et puis, ce qu'on cherche, c'est à connaître l'équation d'état, equation of state, ou équation d'état, c'est-à-dire quelle est la loi entre la pression et la densité qui règne dans le noyau. Alors, il est possible que si on a des quarks qui sont déconfinés, qui ne sont plus associés aux neutrons ou aux protons, eh bien, vous pouvez avoir des quarks qui sont appariés en deux, et à ce moment-là, on a des bosons. Parce que chaque quark a un spin and me. Donc, si vous en faites à 3, vous avez un spin and me. Mais si vous les couplez à 2, vous avez des bosons. Et les bosons, comme vous le savez, peuvent se comprimer, contrairement aux fermions. Ça peut se comprimer énormément, donc ça peut permettre d'avoir une matière encore plus comprimée. Et ça, on n'en sait rien, on va voir. Alors, ce que l'on a mesuré, donc avec cette équation qui est l'équation très très simple de Kepler, en quelque sorte, on retrouve que la période de la binaire, période au carré, est égale à la distance a cube, c'est la loi de Kepler. Bon, elle sera un peu plus compliquée avec un péricentre qui précède la précession du périastron, le périhélie de Mercure, on le sait bien, c'est dû à la relativité. Donc on peut avoir la précession du périastre, on peut avoir une excentricité, etc. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il est possible de calculer, et on a trouvé que lorsqu'on avait des étoiles neutrons doubles, 2 étoiles à neutrons en binaire, eh bien on a des masses qui sont très très bien définies, qui sont de l'ordre de 1,4 masses solaires. Par contre, lorsqu'on a par exemple des compagnons qui sont des étoiles, des naines blanches ou des pulsars très rapides, c'est beaucoup plus dispersé. On ne le comprend pas très bien. Mais les maximums qu'on a pu mesurer, ça va jusqu'à 2 et un petit peu plus de masses solaires. Plus précisément, on a ce genre de courbe. La masse observée avec tous ces binaires, lorsqu'on a 2 étoiles à neutrons, donc une étoile neutron double, à ce moment-là, c'est très bien défini. Et puis, lorsqu'on a tous les autres pulsars, ça s'étale beaucoup plus. On ne sait pas pourquoi il y a vraiment cette masse. Alors, on sait que lorsqu'on accrète de la masse, pour avoir des pulsars recyclés, c'est-à-dire qui ont accrété à partir du compagnon, c'est ça qui les a accélérés, eh bien, en gros, on a avalé 0,2 ou 0,3 masses solaires en plus. Et puis il y a quand même, lorsqu'on regarde un petit peu plus loin et qu'on regarde un peu ce qui est plus massif, donc les trous noirs ici, il y a un petit creux. Normalement, on pourrait avoir toutes les distributions de masse, mais c'est certainement un reflet de la formation de ces objets qui nous dit que dès qu'on a cette masse-là, on va avoir un trou noir ou pas. Alors voici un petit peu la théorie, en fait. On prédit qu'on va être dans la région hachurée, et puis on mesure. Alors les étoiles à neutrons qui viennent d'une explosion de supernovae de faible masse, entre 8 et 10, on sait qu'il s'agit d'une supernovae à capture d'électrons et elle se retrouve ici. Donc c'est assez bien défini. Et puis on a les doubles étoiles à neutrons ici, très très bien définis, et puis toute une gamme possible ici en vert ce qui a été calculé, et puis tout ce qui est accrété et qui est des pulsars très rapides, des millisecondes, pulsars, etc. Alors, est-ce qu'on va avoir ces fameux quarks étranges qui vont arriver dans le schéma? Alors, vous voyez, si les neutrons et protons restent un petit peu comme dans les noyaux confinés, on va avoir un certain rayon, et la compression va être plus grande si les quarks sont libres, et qu'on peut avoir des quarks étranges en plus. Donc, la mesure du rayon va vraiment nous permettre de supputer ce qu'il va y avoir au cœur de l'étoile à neutrons. Alors, par exemple, on peut avoir ces bosons qui sont formés de 2 quarks et qui sont des pions et des kaons. On va le préciser ici. Voici les mésons. On a tous ces quarks-là, les 6 quarks, up, down. On a le charme et l'étrange, et on a le top et le bottom. Alors, quand vous regardez les masses de ces quarks, ici c'est du MEV, MEV. Les 3 ici, UDS, sont une petite masse. Par contre, les 3 autres sont des grosses masses, et certainement, ça ne va pas nous intéresser, on va disposer de UDS seulement. C'est pour ça qu'on n'en parle que de ces 3-là. Donc UD, on a vu que c'était les protons et les neutrons étaient formés de UDU ou bien UDD.
Et puis S va certainement entrer dans la balance puisqu'on a largement l'énergie pour les former. Et vous voyez comment ces pions, alors ces pions, ils sont assez instables. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils sont formés d'antimatière. En fait, on a des barres, etc. Mais on les voit quand même dans les rayons cosmiques. Il y a une certaine durée de vie. Donc pourquoi pas à l'intérieur des étoiles à neutrons, puisqu'ils se formeraient, puis en formeraient d'autres, ils s'annihileraient, puis en formeraient d'autres. Donc c'est possible. L'avantage, c'est que ce sont des bosons, vu qu'ils ont un spin 0 ou 1. Ils ont une charge qui dépend de UD, donc pi plus, pi 0 plus moins, etc. Et donc ces bosons permettraient d'avoir une concentration plus grande. Si la gravité force encore les quarks à se comprimer, les bosons, il n'y a aucun problème pour les concentrer dans une seule petite unité de volume. Donc ces pions et ces carons, il est possible qu'on ait des quarks étranges qui se promènent. Alors pour quantifier l'équation d'état des étoiles à neutrons, on peut avoir une loi qui relie la masse, ici, et puis le rayon. Alors, il se passe un même phénomène qu'on avait décrit pour les naines blanches. On a vu que lorsque la masse est très comprimée, qu'il n'y a pas d'énergie interne due aux réactions nucléaires qui pourraient faire de l'énergie, donc là, il n'y en a plus. On sait qu'on avait détaillé un petit peu la statistique de Fermi-Dirac et l'équation d'Heisenberg, etc., pour montrer que le rayon varie inversement proportionnellement à la masse, c'est-à-dire que plus la masse est grande et plus le rayon est petit. On l'avait vu déjà pour les naines blanches, c'est la même chose pour l'étoile à neutrons, tout simplement parce que la densité va croître, d'autant plus que la gravité est forte, donc la masse est grande. Ce n'est pas du tout, c'est pas intuitif, parce que ce qu'on voit dans les planètes et les étoiles, les planètes, plus la densité moyenne est à peu près la même, et donc plus la masse est grande et plus votre rayon est grand. Si la densité est constante, vous avez la masse qui croît comme le cube du rayon. Là, c'est pas pareil du tout. Plus la masse est grande, plus votre objet est petit. Donc c'est un petit peu ce qu'on avait vu ici pour les naines blanches. Pareil, donc lorsqu'on va avoir une grande masse, on va avoir un petit rayon. C'est ce qu'on voit ici comme sur cette courbe-là. Vous voyez que la masse décroît lorsque les rayons croît. Donc il y a aussi des contraintes que l'on va avoir. La causalité, hein, c'est ce qui nous interdit d'avoir des objets dans cette partie verte ici. Alors qu'est-ce que ça veut dire causalité? Si vous écrivez l'équation d'état, donc la pression qui est égale à la densité multipliée par la vitesse du son au carré, il faut évidemment que la vitesse du son soit inférieure à la vitesse de la lumière. Personne ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc cette condition, ça nous barre cet espace-là. Et que se passe-t-il dans cet espace-là? Ça veut dire qu'on a un trou noir à ce moment-là. Si on ne veut pas avoir plus de vitesse, la masse va s'effondrer. Et c'est pour ça qu'à 3 masses solaires, on va sans doute avoir un trou noir. Ici, on a déjà depuis 1974, il avait été calculé que la masse maximum était de 3 masses solaires. Et puis, il y a cet effet de lentille dont on parlait, qu'on peut quantifier. Il s'agit du rayon qu'on va observer de l'étoile neutron. Ça ne va pas être le rayon réel, mais ce rayon divisé par cette quantité qui est plus petite que 1. Donc, ça va être plus grand. Et vous reconnaissez ici la formation de l'horizon d'un corps. Ici, il n'y a pas d'horizon, puisque l'étoile à neutrons est plus grande que sur son horizon, mais c'est un petit peu le même phénomène. Et puis, il y a une autre contrainte, c'est qu'on ne peut pas tourner plus vite que le fait que la force centrifuge va faire éjecter de la matière si on tourne beaucoup plus vite que 1000 tours par seconde, par exemple. Donc, cette rotation maximum serait ici. Donc, cette équation d'état, en quelque sorte, ce qu'on cherche à savoir, pour savoir si ce sont des quarks, des nucléons, etc., ça va se représenter par ces courbes-là, qu'on va pouvoir postuler en théorie, et puis on peut essayer de déduire de ces courbes-là des modèles. On va déduire M en fonction de rayons, avec ces contraintes-là, et par exemple, ces 3 points vont me donner ce genre de courbe. Évidemment, ce qu'on voudrait, c'est inverser cette relation, c'est-à-dire partir des courbes observées, M de R, et en déduire l'équation d'état de l'étoile à neutrons. Donc c'est ça qu'on va faire, c'est partir de ce qu'on observe, masse en fonction du rayon, avoir au moins 3 points ici, et puis essayer d'inverser
et vu qu'on a fait le modèle dans un sens, pourquoi pas dans l'autre, et en déduire quels sont, et en effet on déduit un petit peu en fonction des périodes de causalité, d'instabilité, des pressions, l'équation d'état de l'étoile à neutrons. Donc c'est ce qui est fait actuellement. Alors on a aussi d'autres façons d'avoir des renseignements. Évidemment, on mesure à la fois la masse et le rayon de façon couplée. On a vu qu'il y avait ce rayon qui était observé en fonction de la masse, le rayon dû à la lentille gravitationnelle. On a aussi des oscillations à chaque fois qu'il y aura des sursauts, bien des tremblements de terre de l'étoile à neutrons ou l'accrétion avec des oscillations quasi-périodiques. Ça va nous faire trembler et vibrer un petit peu comme la sismologie de ces étoiles à neutrons. Et on va pouvoir en déduire quelque chose sur le rayon et la physique de l'étoile à neutrons. Alors voici un petit peu ce qui a été fait en point de vue masse et rayon pour certaines courbes ici que vous voyez en noir, pour certains quasars qui ont été observés. En noir, il s'agit de nucléons, d'équations d'état avec nucléons, et ce qu'on a avec des quarks, c'est en vert. Les courbes en vert, vous voyez, qui ne sont pas du tout la même forme que les courbes en noir. Les courbes en noir, c'est un peu classique, avec des hadrons, des nucléons, et puis les quarks en vert, avec une certaine contrainte de causalité, bien sûr, et de rotation. Alors, comment va-t-on contraindre un peu plus? C'est par exemple par le taux de refroidissement. On avait vu qu'une étoile à neutrons, lorsqu'elle explose, évidemment, c'est une énorme énergie qui est précipitée vers le cœur de fer et qui ensuite va exploser. Donc on part de quelque chose qui est très très chaud, peut-être 100 milliards de degrés, et puis on retombe, grâce à l'éjection des neutrinos, à peu près 1 million de degrés, qui est la température de la surface. Et puis on va perdre de l'énergie par rayonnement. Alors ce rayonnement va dépendre énormément du champ magnétique, mais aussi de la surface, de ce qu'il y a à la surface, et aussi de ce qu'il y aura à l'intérieur. Si on a des quarks qui sont appareillés, par exemple, ou s'ils ne sont pas appareillés, on va perdre de la chaleur de façon très très différente. Alors, ici, on a, par exemple, en fonction du temps, la température, à quel taux elle se refroidit, l'étoile à neutrons, et on a les barres d'erreur. Ici, ce sont des pulsars, des étoiles à neutrons qui ont été observées. Vous voyez, les modèles essaient de reproduire ces observations, où on a un objet qui est très bizarre, c'est ce fameux S17 31-347, donc peu importe. Cet objet dont la barre d'erreur est ici en rouge, qui a une masse très très faible. On s'est aperçu que, c'est un travail récent de Sagoon et al. En 2023, on s'est aperçu qu'il avait une masse plus faible que la limite de Chandrasekhar. Alors voici les observations. Doroshenko et al. Ont fait des observations en 2022. On a une étoile à neutrons qui est binaire avec un compagnon ici. On a à l'intérieur d'une nébuleuse, ce que vous voyez en vert, ce sont les rayons X, en bleu les rayons gamma. La poussière est en rouge et en blanc vous avez l'optique. Donc l'étoile à neutrons c'est au centre ici en noir et le compagnon est une étoile assez géante. La supernovae semble être relativement jeune, 27 000 ans. On sait que les pulsars sont une durée de vie de 100 millions d'années, donc c'est assez jeune encore. Et la surprise, c'est que la masse est de 0,77 masse solaire, donc ça paraît être inférieur à la masse de Chandrasekhar, mais quand même avec un rayon de 10 km et une température de 2 puissance 6. Alors si on le place, cet objet, dans le diagramme masse-rayon, eh bien, comme vous le voyez, il se trouve ici. Je crois que le laser ne marche plus très bien. Mais vous voyez ici cette barre d'erreur, là, ce barre d'erreur ici, qui est la barre d'erreur entre masse et rayon que l'on observe. Et puis ici, ce sont les courbes des modèles, avec toujours le coin de causalité interdit et le coin de séquence. Donc, il faudrait des courbes qui puissent reproduire cette position particulière de ce pulsar. Alors, d'ici, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on a proposé. Vous voyez par exemple les équations d'état en vert pour des hadrons. Hadrons, ça veut dire nucléons, protons, neutrons, qui sont à l'intérieur de l'étoile à neutrons.
Et puis, on voit qu'on essaie de trouver une équation d'état qui va reproduire cette zone rouge, là, orange, ici, qui est ce fameux Hess J17, qui semble être évité par les courbes hadroniques. Alors peut-être ce sont des quarks étranges. Les quarks étranges, vous avez une courbe orange qui passe ici. Alors, vous voyez que les astronomes sont quand même assez désespérés puisqu'ils ont ajouté de la matière noire, hein, parce que DM, c'est dark matter. Alors ça, c'est un petit peu surprenant puisque la matière noire, comme vous le savez, n'interagit pas du tout sauf par la gravité et ne rayonne pas, elle n'interagit pas avec la lumière. Donc normalement, la matière noire reste très très diffuse à l'extérieur de tout objet compact. Donc s'il en a, c'est vraiment des très petites quantités. Mais toutes les courbes en pointillés rajoutent un peu de matière noire à ces courbes-là. Alors ce que vous avez, c'est que vous avez quand même des étoiles à neutrons qui sont relativement faciles à détecter, comme la bleue, le nuage bleu, les nuages verts ici. Ce sont des étoiles à neutrons observées. Donc, on ne sait pas, est-ce que les quarks seraient déconfinés très tôt et transformés en quarks étranges, et peut-être cet objet-là en particulier semble en faveur de ces quarks étranges. Alors, il y a aussi beaucoup d'informations qui nous sont données par le rayonnement X. Depuis au moins une dizaine d'années ou plus, on a des satellites en rayons X qui permettent de détecter beaucoup de variabilité. Alors il y a des variabilités à toute échelle. Par exemple, lorsqu'il y a des binaires X, comme on a représenté ici, toujours une étoile ordinaire qui donne de la masse autour de l'objet compact, qui est l'étoile à neutrons ici, avec un indice d'accrétion, on a des sursauts qui peuvent être de quelques secondes, et on a un sursaut de rayons X tout d'un coup. Alors on pense qu'ils sont dus au fait qu'un certain paquet de matière arrive de l'étoile compagnon et arrive par exemple dans cette région-là, ici, puisqu'elle va arriver par le pôle, en fait, dû au champ magnétique qui va canaliser, c'est un peu comme les aurores que vous avez sur Terre, va canaliser toute la matière ionisée qui arrive ici et qui va mettre ce sursaut de rayons X. On en a des sursauts donc, de type de seconde. On a des bursts, qu'on appelle bursts, qui sont, ici on le voit bien, d'une durée de quelques secondes, même peut-être une minute, ici, lorsqu'il y a des réactions thermonucléaires qui arrivent, lorsque la masse arrive vers la surface de l'état de neutrons. Mais on a aussi des sursauts plus longs pour les binaires de faible masse, et qui, on le voit ici, chaque sursaut fait 20 jours, donc c'est vraiment plus long. Et ici, on a quelque chose qui n'est pas du tout périodique, mais qui se reproduit. Par exemple, cet objet a été suivi pendant 16 ans. Vous avez 20 bursts dans cette région-là, ici, et chacun fait peut-être 20 jours. Alors peut-être que chaque long sursaut est composé de plusieurs sursauts. Donc vous avez un grand nombre de sursauts ici, et ici on en détaille un, ici c'est 500 jours, ici 20 jours, donc sans doute il y a peut-être des formes de sursauts, mais qui vont nous renseigner sur ce qui arrive, ce qui tombe sur l'étoile. Et puis une fois que vous avez de la masse qui est tombée sur le disque d'accrétion, il va tourner et précesser, et ça on avait vu que la fréquence est d'autant plus rapide. Donc vous avez ce qu'on appelle les oscillations quasi-périodiques. Ce n'est pas tout à fait périodique parce que vous n'avez pas de trajectoire circulaire, vous avez quelque chose qui spirale vers le centre, mais on l'avait déjà trouvé, ces oscillations sont plutôt de l'ordre de la seconde, milliseconde ou inférieure. Donc vous voyez, vous avez des échelles de temps très variées, selon que vous avez un sursaut dû à l'accrétion de la matière, et puis ensuite la matière qui tombe sur l'étoile à neutrons. Donc ça, c'est quelque chose qui permet d'avoir aussi une petite idée sur ce qui se passe au voisinage de l'étoile à neutrons et du rayon. Alors ici, on a par exemple, lorsqu'on fait la transformée de Fourier, on a des résultats qui peuvent être de 3 types. On les avait vus aussi la dernière semaine autour des trous noirs. C'est un petit peu semblable à ce qui se passe autour d'un trou noir binaire. Et on peut les classer en fonction de la dureté du rayonnement X, ici le rayonnement X dur, c'est-à-dire qu'on a le rayonnement à haute fréquence de 10 kV, et puis le rayonnement doux, qui est plutôt de 0,5 électronvolts.
Et on sait que dans le cycle que l'on voit ici, le plus fréquent, c'est cette oscillation-là. Et on arrive à voir que de temps en temps, on peut avoir quelque chose de très lumineux, mais qui a un rayonnement doux, et puis très peu lumineux et plus dur. Alors ça, on pense, c'est un petit peu l'équivalent de ce qui se passe autour des trous noirs. Lorsqu'on a un disque d'accrétion qui est très efficace pour rayonner, donc une très forte luminosité, sans doute beaucoup d'accrétion, à ce moment-là, on n'a pas de couronne qui se passe, de couronne d'électrons chauffés, qui pourrait, par un Compton inverse, transformer les rayons X mous en rayons X durs. Par contre, on a cette couronne dans ce cas-là, donc c'est pour ça qu'à faible brillance, on a des rayons durs. Alors tout ça, on peut comprendre un petit peu, c'est un peu le même principe que ce qui se passe autour des trous noirs. Et puis, la fréquence de quasi-périodique est sans doute liée à la précession. Vous voyez qu'on a un disque d'accrétion ici. Comme l'objet compact, l'étoile à neutrons, tourne très vite et que cet objet compact déforme l'espace autour, évidemment, l'espace autour va être obligé de tourner avec l'étoile à neutrons, et donc on va forcer, on va faire un couple qui va essayer de aligner la matière qui tombe avec l'équateur de l'objet compact, et finalement on a ce couple de Lensting ici, et la précession, on avait vu que cette précession était plutôt de l'ordre de la milliseconde, donc on arrive à retrouver l'origine de ces oscillations quasi-périodiques. Il y a aussi des façons d'avoir de l'information sur ces rayons des étoiles neutrons pour des binaires qui sont très calmes. Il n'y a pas de sursaut, rien du tout, pas d'oscillation. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit la température de la surface de l'étoile neutron, qui est très élevée, puisque c'est des millions de degrés, et certains ont calculé l'opacité de l'atmosphère, d'hydrogène, etc. Et on essaie de calculer le rayon, en prenant en compte évidemment du rougissement gravitationnel, de la lentille gravitationnelle, etc. Et donc on peut placer des objets d'étoiles neutrons dans ce diagramme MR, donc pour avoir l'équation d'état, avec seulement des surfaces d'étoiles à neutrons calmes, sans sursaut, sans échange de masse, etc. Donc tout ça permet d'avoir beaucoup d'informations sur ces... Alors il y a aussi quelque chose qui va nous donner des informations, c'est la fusion des étoiles à neutrons. On sait qu'il y en a eu une en 2017, fusion de 2 étoiles à neutrons, qui a donné beaucoup de renseignements par les ondes gravitationnelles qui ont été émises en même temps qu'un sursaut de rayons gamma. Alors ce qu'on peut prédire ici, les modèles l'ont fait, en fonction du temps. Alors cette fusion d'étoiles à neutrons a pris que quelques secondes après une phase de spiraling. Et puis on voit que si c'était des quarks, voici la densité qu'on aurait sur l'étoile à neutrons finale. Et puis avec ce modèle-là, on peut en déduire le spectre des ondes gravitationnelles qu'on va essayer de détecter. Et vous voyez que c'est différent dans le cas de quark ou dans l'étoile de neutrons. Alors pour l'instant, ce n'est qu'à l'état de prédiction. On n'a pas pu l'observer dans ce cas-là en 2017, mais on va bientôt en détecter beaucoup plus de fusion d'étoiles à neutrons avec les futurs détecteurs d'ondes gravitationnelles. Donc ça, c'est une voie prometteuse pour en connaître encore plus sur l'équation d'état de l'étoile à neutrons. Alors voici des prédictions qui ont été faites. Par exemple, ici, 2 millisecondes, 6 et 15 millisecondes après la fusion de l'étoile à neutrons. Vous avez à gauche la prédiction de la température et à droite la prédiction du nombre de quarks que vous attendez en bleu. Donc vous voyez, tout est prêt, les prédictions sont faites, il n'y a plus qu'à observer des événements d'ondes gravitationnelles à la fusion et on saura combien de quarks vous aviez dans ces étoiles à neutrons. Alors d'autres manifestations qu'il y a autour des pulsars sont les vents de pulsars. Alors ici, vous avez observé ce genre de vent de pulsars avec les instruments à la fois en rayons X, à la fois en poussière. Le satellite Spitzer a pu détecter la poussière à 24 microns ou l'émission radio. Donc vous avez ici de la poussière qui a été éjectée lors de l'explosion de supernova et maintenant le pulsar émet encore beaucoup de matière. Il tourne très très vite. Soit il a un compagnon et il y a un disque d'accrétion qui émet un vent, mais même aussi le pulsar peut émettre donc ce qu'on appelle un PWN, c'est-à-dire un pulsar wind nébulé. Donc c'est ce qui arrive par exemple au crabe. On appelle ça plérion aussi, ça veut dire que c'est une nébuleuse qui est pleine.
il n'y a pas seulement une coquille autour de la supernovae, mais tout l'intérieur est rempli. Donc ça veut dire plérion, en grec, c'est quelque chose qui est nébuleuse pleine. Donc vous voyez dans la nébuleuse du crabe, qui a été éjectée donc, par l'enveloppe de la supernovae, et bien à l'intérieur, ici, ce que vous voyez en rayons X, c'est ce schéma-là qui est à l'intérieur de la nébuleuse ici, et cette masse est éjectée par le pulsar. Et récemment, il y a un satellite qui a été lancé en 2021 qui permet de détecter la polarisation de ce rayonnement. Vous voyez la polarisation du champ B, et on apprend beaucoup plus sur ce pulsar. Le crabe est quelque chose qui a été observé de multiples fois, évidemment, il est très proche et très jeune, et ça permet de savoir ce que devient ce pulsar et quel est son rayon, sa masse, etc. Alors maintenant, je vais aussi en terminer dans le temps qui reste avec ces fameux magnétars, qui sont des pulsars aussi, des étoiles à neutrons, qui ont un champ magnétique 1000 fois supérieur au champ magnétique moyen des pulsars ordinaires. Donc 10 puissance 15 et plus. Donc vous savez que c'est 10 puissance 12 pour un pulsar comme le crabe, par exemple. Là, c'est énorme. C'est vraiment énorme et sans doute, c'est dû à des étoiles qui étaient très, très massives. C'est dans la partie très massive de la distribution des étoiles à neutrons. Ici, c'est une simulation. Vous voyez, d'un côté gauche, c'est la simulation du champ électrique auquel on s'attend. Vous avez ici l'horizon statique et puis l'ergosphère, c'est-à-dire comme il tourne très rapidement, vous avez une ellipse en rouge. Donc le champ électrique et le champ magnétique. Vous avez le dipôle et le champ magnétique. Donc on pense que ces magnétars sont aussi à l'origine de sursauts de particules très énergétiques, de gamma, et puis aussi de rayons X, et ils se répètent. On a vu, alors il y a des sursauts rayons gamma qui ne se répètent pas, qui sont les hypernovae, donc ils détruisent complètement leur... C'est une supernovae extrême, mais ici ce sont des répéteurs, on a vu quelques répéteurs, et ces magnétars sont les candidats pour être les sursauts en rayons X et gamma qui se répètent, avec un champ magnétique très très grand. La durée de vie est très courte puisqu'ils perdent, comme il y a un champ magnétique très fort, ils perdent beaucoup de leur énergie, ils se ralentissent. Donc ils ont une période qui est déjà 2 à 3 secondes, pourtant ils sont relativement jeunes parce qu'ils perdent très très vite leur énergie de rotation, donc ils vont très vite avoir une durée de vie de quelques milliers d'années. Alors la formation de ces magnétars, pourquoi ont-ils un champ magnétique bien plus fort? Alors on sait que les pulsars ordinaires, il y a la conservation du flux dans une surface BS ici, qui explique un petit peu comme pour le moment cinétique que lorsqu'on concentre la matière, le champ magnétique se concentre aussi. Par contre, pourquoi y en a-t-il plus que dans un pulsar ordinaire? On pense qu'il y a un mécanisme dynamo qui a été simulé. Ici, on peut, selon certains modèles, avoir un champ magnétique qui est bien plus grand que 10 puissance 15 Gauss, dans certains cas, en fonction du temps, etc. Ici, c'est la représentation du champ magnétique, l'intensité du champ magnétique en couleur ici, pour cette simulation. Donc on a un mécanisme de dynamo qui va accroître énormément le champ magnétique pour représenter ces magnétars. C'est uniquement 10% des étoiles à neutrons qui sont ces magnétars, donc c'est quelque chose de rare et qui a une durée de vie assez courte. Alors on pense que ce sont à l'origine de ces fameux sursauts radio rapides qu'on appelle FRB, Fast Radio Burst. Vous savez que ça a été détecté sans qu'on sache très bien ce que c'était en 2007, et puis après, quelques années plus tard, on a compris que c'était des objets qui étaient très très loin et très énergiques. En une milliseconde, ils peuvent émettre énormément de luminosité. Le premier qui a été détecté, c'est celui-ci. Vous voyez un petit peu le pic de luminosité en une milliseconde. Et ce que vous voyez ici, c'est la dispersion, c'est-à-dire en fonction du temps d'arrivée, qui est ici 100 millisecondes, on voit que la fréquence radio détectée descend. Alors ça, c'est la mesure de dispersion qui est due au plasma interstellaire qui est entre l'objet et nous. Donc le plasma diffuse, et finalement, vous avez une relation qui nous donne la quantité de plasma interstellaire qui a été voyagé, enfin on a voyagé durant, donc c'est un proxy pour la distance. Et c'est là qu'on s'est aperçu que ces objets étaient même à l'extérieur de la galaxie, tellement la mesure de dispersion était grande. Aujourd'hui, on dédisperse ça, c'est-à-dire qu'on remet toutes les fréquences au même niveau. C'est pour ça que cette courbe de dispersion, elle est constante, mais en fait, elle est très très grande.
Et aujourd'hui, on a détecté plus d'1 millier de ces sursauts rapides. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très fréquent, bien qu'il n'y en ait qu'un seul dans la Voie lactée, mais quand même, comme c'est cosmologique, on les détecte très loin, on en détecte un grand nombre. Alors dans notre Voie lactée, il y en a un seul, qui est celui-ci, dont on a déjà parlé, parce que c'est un reste de supernovae. C'est aussi un sursaut gamma. Donc il y a des rayons X, il y a des rayons radio, il y a aussi un maser OH, de l'interaction de cette supernovae avec le milieu interstellaire. Et la période de ce pulsar, c'est de 3,2 secondes. Donc c'est vraiment le magnétar typique, avec une période qui est très lente, qui s'est déjà beaucoup ralentie, bien que la durée de vie ne soit pas si... Alors, on parlait à l'époque de pulsars anormaux, mais ça c'est historique, on n'en parle plus, on sait que maintenant c'est plutôt des magnétars, et on n'a pas besoin de rajouter à la zoologie de tous ces objets un autre terme. Ici c'est plutôt des magnétars. Donc c'est une supernovae qui, on pense, a explosé il y a 16 000 ans, donc relativement jeune pour ce genre d'objet. On a pu détecter dans cet objet-là pas mal de sursauts X et de sursauts radio qui n'arrivent pas exactement au même endroit. Sont des répéteurs, donc, avec une durée de millisecondes. Et puis aussi un angle de polarisation qui varie. On va voir que ça, c'est très important parce que ça va contraindre le modèle. Alors récemment, le télescope chinois FAST, qui est par Zhu et al. En 2023, FAST, c'est le 500 mètres, le télescope de 500 mètres, qui est un petit peu comme celui d'Arecibo qui maintenant est détruit, hein, mais il a 500 mètres de diamètre, il est dans une cuvette naturelle avec un foyer qui se déplace au-dessus. Et donc c'est un des radiotélescopes les plus puissants. Aujourd'hui, ils ont détecté 795 pulses radio de cet objet. Alors on peut le mettre dans le diagramme durée, fréquence et luminosité. Et tous les pulses détectés ici sont les points rouges. Chaque point rouge a une croix rouge ici. Donc tout ça, c'est ce qu'ils ont détecté pendant quelques jours, en fait, hein, puisqu'ils sont très rapides. Alors ce qu'ils ont remarqué, c'est que par rapport aux pulsars, les sursauts radio, les pulses radio étaient d'un côté, étaient en opposition de phase avec les rayons X. Donc les rayons X sont émis d'un côté et les radios de l'autre. Ça peut aussi nous renseigner sur le modèle. Alors, non seulement on a des pulses, mais aussi on a des sursauts radio encore plus exceptionnels en luminosité, donc qui sont les points violets ici. Alors, ce diagramme vous donne, comme c'est la luminosité en fonction de la fréquence, la température, les températures de la brillance, la température de brillance du corps, qui sont 10 puissance 12 K, et vous voyez ici beaucoup plus grand. Cette limite à 10 puissance 12, c'est la limite de l'émission thermique. En quelque sorte, on peut représenter ça dans le même genre de diagramme ici, où on a, à partir de là, jusqu'à 10 puissance même 44 Kelvin, ça ne peut être qu'une émission cohérente, un petit peu comme des lasers ou des masers, où tous les photons se mettent ensemble et sont stimulés en même temps. Alors que l'émission incohérente thermique, il y a des interférences qui annulent. Ici, on a une émission de courbure qui est la source de toutes ces émissions-là, puisqu'on a des températures de brillance bien plus fortes qu'une température maximale pour une émission incohérente. Alors finalement, on ne sait toujours pas bien à quoi sont dus ces sursauts radio énormes. Alors soit il y a deux modèles, soit il s'agit autour de l'étoile à neutrons de quelque chose qui se produit jusqu'à 10 puissance 5 km, donc qui a traversé des ondes de choc jusqu'à la dernière coquille de l'explosion de supernovae. Donc le FRB se déplace là avec des ondes de choc. Ou alors c'est quelque chose qui est très près de l'atmosphère de l'étoile à neutrons, qui fait 10 km, donc ça peut faire 20 km. Vous voyez que c'est complètement différent comme modèle et ça montre l'incertitude dans laquelle on est sur l'origine de ces sursauts. Mais si la polarisation varie ou pas, ça peut détecter l'un ou l'autre. C'est pour ça que c'est très intéressant de voir la polarisation et sa variation. Alors peut-être que les deux modèles existent et qu'on a des sursauts dans les deux cas, hein, c'est possible. Mais pour l'instant, il y a des modèles qui sont faits dans les deux cas. Alors il y a aussi des nébuleuses qui émettent des rayonnements radio. On n'a pas que le FRB, on a les nébuleuses de Perren. Et pour ceci, on a un petit modèle de ce genre-là,
C'est une étoile à neutrons qui accrète de la masse de son compagnon. Donc ici, on a un disque d'accrétion qui est représenté ici, le compagnon n'est pas représenté, et le disque d'accrétion n'est pas très efficace pour rayonner, il est très épais, donc il va envoyer du vent, qui est en orange ici, qui va remplir en fait cette nébuleuse qui est pleine d'électrons relativistes qui vont émettre en synchrotrons. Donc on a une émission persistante radio qui n'est pas seulement le sursaut de radio que l'on a dans le FRB. Et donc ce genre d'image où la supernovae, le vent rencontre le milieu interstellaire dans un choc, est plutôt celle qui nous permettrait d'expliquer la nébuleuse. Alors ces hypernébuleuses, hein, on le connaît, il y en a pas mal. Ici par exemple le crabe, on sait qu'il y a une très très grande nébuleuse. Il y en a aussi pour les trous noirs supermassifs, donc les AGN. Donc ce n'est pas une totale surprise, mais ça nous permet d'affiner notre modèle. Et finalement, je terminerai par cette observation assez récente, en 2023, où on a détecté le plus lointain, le sursaut radio le plus lointain, qui est un redshift de 1, c'est-à-dire dans la première moitié de l'âge de l'univers. Donc on arrive à les détecter et à détecter le redshift, parce que ce n'est pas évident. On a quelque chose qui normalement doit être coïncident avec une galaxie haute. Et là, on a vu la galaxie haute, on a pu, avec les raies optiques, déterminer son redshift. Et on a donc, en fonction de Z, le plus loin sursaut radio qui est ici. Et vous voyez que c'est très puissant. OK, donc je résume ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Donc sur les étoiles à neutrons, on a des rayons qui sont de l'ordre de 10 km, des masses, donc on a vu, qui étaient peut-être de 0,8 à 2,5 masses solaires. Et puis on a une structure interne, donc on commence à préciser un petit peu ce qui est. Peut-être il y aura des mesons, des bosons et des quarks étranges, c'est possible. Et puis les pulsars, on a vu qu'il y avait deux sortes de pulsars, soit isolés, soit avec des binaires X. Et les magnétars, qui sont des objets extrêmes, 10% d'étoiles neutrons avec des champs magnétiques extrêmes et des sursauts X et radio et gamma. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup.